J'ai rencontré mon ex-femme pendant mon vol pour Paris. Toujours fauché. Heureusement que je te largue. Mon nouveau mari est riche comme un clou. 5 minutes plus tard, un moteur explosait à 12 000 mètres d'altitude. Les passagers hurlaient. Le commandant de bord hurlait, faites sortir le pilote du siège 14. Mon ex-femme éclatait de rire, ce n'est qu'un plombier. 10 minutes plus tard, je prenais les commandes et faisais atterrir 300 personnes vivantes. Vous savez ce qu'on dit des aéroports? C'est comme un purgatoire avec du café hors de prix et des bébés qui pleurent. Le terminal 4 de JFK grouille du chaos habituel. Des familles traînant des valises plus lourdes qu'une petite voiture. Des hommes d'affaires qui aboyaient dans leur téléphone comme s'ils négociaient la paix dans le monde. Et moi, Miles Carter, debout ici avec une carte d'embarquement pour Paris, me demandant ce que je fous de ma vie. J'ai 42 ans, je suis divorcé, et pour moi, la gastronomie, c'est un burrito de station-service qui n'a pas été exposé assez longtemps à la lampe chauffante pour avoir la texture du béton. Mes mains sont tachées à vie de pâte à joint et j'ai mal au dos à force de ramper sous les éviers toute la journée. Mais bon, au moins, j'ai la santé, non? Et un billet pour Paris pour un salon de la plomberie que mon patron, Jax, trouvait instructif. Traduction, il voulait un voyage gratuit, mais il m'a envoyé à la place, car je suis le seul chez Blue Line Plumbing à ne pas avoir le mal des transports en avion. C'est probablement parce que j'en ai pris. Pas les avions de ligne rutilant avec leurs pilotes automatiques sophistiqués et leurs services à café, mais les 130 avions de transport Hercule de l'armée de l'air. De gros oiseaux bruyants et laids, capables de transporter n'importe quoi n'importe où et d'atterrir sur une piste plus courte qu'un parking de Walmart. C'était l'époque où j'avais un but. Quand je portais un uniforme qui me allait vraiment. Et quand les gens m'appelaient Capitaine Carter au lieu de dire, tiens, les toilettes font encore ce bruit bizarre. Maintenant, je répare les canalisations. Non pas qu'il y ait quelque chose de mal à réparer les canalisations. Il faut bien que quelqu'un le fasse, et le salaire n'est pas terrible. Mais ce n'est pas exactement ce dont on rêve quand on est enfant. Quand je serai grand, je veux nettoyer les canalisations et remplacer les broyeurs à déchets, n'a jamais dit un enfant. Je vérifie ma carte d'embarquement pour la 20e fois. Siège 14C, côté hublot. Loué soit le Seigneur quand j'entends une voix qui me fait tourner l'estomac plus vite qu'un ballon de plomb. Miles. Miles Carter. Oh mon Dieu, quelles sont les chances? Je me retourne et la voilà. Sabrina, mon ex-femme, canonne dans une tenue de créateur qui a probablement coûté plus cher que mon camion. Ses cheveux blonds sont impeccables malgré le chaos de l'aéroport. Debout à côté d'un type qui crie, j'ai un yacht. Encore plus fort que sa Rolex, j'ai plus d'argent que de goût. Salut Sabrina. Je garde une voix neutre, comme si je parlais à un client de son chauffe-eau plutôt qu'à la femme qui m'a pris la moitié de mes affaires et toute ma confiance en elle en partant. Elle me toise comme si j'étais un présentoir à prix réduit chez Target. Et ce sourire familier s'affiche sur son visage. Tu sais, celui-là. Le sourire narquois, je suis tellement mieux que toi maintenant, qu'elle a perfectionné pendant nos séances de thérapie de couple. Toujours. Elle est fauchée. Elle le dit assez fort pour que la moitié de la zone d'embarquement l'entende. Heureusement que je t'ai largué. Le type à côté d'elle, qui, je suppose, est le nouveau mari qu'elle a eu, se tortille, mal à l'aise. Il a compris que je gagne de l'argent en déplaçant l'argent des autres. Regardez, avec un costume qui coûte plus cher que mon loyer mensuel et des chaussures si brillantes qu'on pourrait faire la signalisation des avions avec. Voici mon mari, Grayson High. Sabrina continue comme si elle présentait un membre de la famille royale plutôt qu'un type de la finance qui appelle probablement sa mère, maman, et qui n'a jamais fait sa propre vidange. Grayson, voici Miles. Eh bien, il répare les toilettes maintenant. Grayson me tend une main manucurée comme s'il me faisait une faveur. Avec plaisir, dit-il, et je vois bien qu'il est aussi sincère qu'un traitement de canal. Sa poignée de main est le genre de poignée de main faible et molle qui vous fait vous demander s'il a déjà fait des travaux manuels de sa vie ou s'il paie quelqu'un pour ouvrir ses propres bocaux de cornichons. Je ne dis rien. Quel est le problème? Point. Sabrina a déjà commencé à faire des commentaires bruyants sur mes vêtements, mes bottes de travail et mon jean. Apparemment, pas digne d'une classe affaires, et à se demander si je peux même me permettre le voyage. Sabrina classique, toujours au centre de l'attention, toujours à s'assurer que tout le monde sache qu'elle est gagnante. Je reste planté là, tenant ma carte d'embarquement et faisant rouler la petite pièce en laiton entre mes doigts.
C'est une vieille pièce de défi de mon escadron, usée par des années de nervosité. L'aigle et l'ancre sont à peine visibles maintenant, mais je les sens sous mon pouce. Certains gardaient des pattes de lapin ou des pièces porte-bonheur. Moi, j'ai gardé ce petit morceau de métal qui me rappelait l'époque où j'étais vraiment important. En classe économique, je parie, dit Sabrina avec un rire qui sonne comme des carillons éoliens dans un ouragan. Joli mais agaçant. Au moins, tu vas quelque part. C'est un progrès, non? Grayson consulte son Apple Watch. Bien sûr, il a une Apple Watch. Et murmure quelque chose à propos de leur heure d'embarquement en classe affaires, car naturellement, ils voyagent en classe affaires, ils ont probablement été surclassés parce que Grayson a fait tomber le nom d'un PDG ou a balancé son statut de platine comme des confettis. Eh bien, c'est quelque chose que j'ai fini par dire, parce que rester là comme une statue ne rend service à personne. Bon vol. Oh, on le fera. Sabrina ronronnait presque. Classe affaires, vous savez, couchette, service de champagne, tout le tralala. Mais je suis sûr que la classe économique n'est pas si mal. Comment le saurais-je? Elle rit à sa propre blague, et Grayson ricane comme un phoque. Ils se dirigent vers leur file d'embarquement chic, et je les regarde partir, me demandant s'il y a quelqu'un au monde qui se mérite plus que ces deux-là. Le truc, c'est que je ne suis pas vraiment fauché. Enfin, je ne suis pas riche. Loin de là, mais je ne mange pas de nouilles ramen tous les soirs non plus. Mon entreprise de plomberie est stable, et j'ai un peu d'argent de côté pour ma pension militaire. J'aurais probablement pu me payer la classe affaires si j'avais vraiment voulu dépenser $3000 pour 6 heures de transportant leurs propres espoirs et des peurs, et les gens qui essaient de se rendre d'un endroit à un autre. Bien sûr, car c'est ce que je fais. Confort assis, mais ce n'est pas ça. Je ne le suis plus. Je suis pragmatique maintenant. Je suis celui qui répare les choses qui cassent, pas celui qui dépense de l'argent pour impressionner les gens. L'annonce d'embarquement crépite dans l'interphone et je me joins aux autres passagers de la classe économique. Des gens ordinaires qui se rendent à Paris pour des raisons ordinaires. Vacances, travail, visite familiale. Sans rien prouver à personne. Juste essayer d'aller du point A au point B sans me ruiner. En tendant ma carte d'embarquement à l'agent d'embarquement, j'aperçois Sabrina et Grayson disparaître sur la passerelle, déjà en train de siroter du champagne et de prendre des selfies. L'espace d'une seconde, juste une seconde. Je me demande ce qui serait arrivé si j'étais resté dans l'armée de l'air. Si j'avais gravi les échelons, si j'étais devenu l'un de ces types avec des aigles sur les épaules et du respect dans la voix. Mais je me souviens alors pourquoi je suis parti. La politique, la bureaucratie, la façon dont l'armée s'attaque aux braves gens et les recrache quand ils ne servent plus à rien. Du moins, quand je répare les problèmes de quelqu'un. Plomberie, ils sont reconnaissants. Au moins, quand je résous un problème, il reste résolu. Je m'installe au siège 14C, range mon bagage à main et ressors la petite pièce en laiton. Le passager à côté de moi, un homme de mon âge portant un sweat à capuche et semblant nerveux à l'idée de prendre l'avion, me lance un regard curieux. Pièce de défi, j'explique. Air Force, hoche-t-il respectueusement la tête. Merci pour votre service. Je remets la pièce dans ma poche et boucle ma ceinture. Paris, me voilà. Il est temps d'apprendre les techniques de plomberie française et d'essayer d'oublier que mon ex-femme est assise 20 rangs devant moi. Elle est probablement en train de raconter à tout le monde en classe affaires que son ex-mari, un loser, répare des toilettes pour gagner sa vie. Les moteurs démarrent et je ferme les yeux. Dans quelques heures, je serai dans un autre pays, respirant un air différent. Peut-être même en train de me souvenir de ce que l'on ressent lorsqu'on est dans un endroit inconnu. Je suis loin de me douter que ce vol va tout changer. Vous savez ce qui est pire que d'être assis en classe économique? Assis en classe économique pendant que votre ex-femme s'éclate en classe affaires juste en face. Un couloir, séparé par rien d'autre qu'un rideau fragile et une dizaine de tranches d'imposition. Je jure que la compagnie aérienne a conçu cette salle de torture exprès, comme une blague de mauvais goût où les sièges luxueux sont placés juste assez près pour que nous, les paysans, puissions voir ce que nous manquons. Je suis coincé à 14 degrés Celsius entre un type déjà endormi et ronflant comme un train de marchandises et un étudiant qui n'arrête pas de jouer à un jeu sur son téléphone avec le volume à fond. Pendant ce temps, Sabrina est affalée dans son siège inclinable comme si cet avion lui appartenait, sirotant du champagne qui coûte probablement plus cher par verre que ce que je gagne en une heure à déboucher l'évier de la cuisine. Le pire, c'est qu'elle sait exactement où je suis assis. Toutes les 2 ou 3 minutes,
elle tend le cou pour attirer mon regard. Comme si elle vérifiait que je suis toujours là, à la regarder vivre sa meilleure vie à 10 600 mètres d'altitude. Oh mon Dieu, Grayson, dit-elle de cette voix qui porte juste assez loin pour que je puisse entendre chaque mot. Mot. Tu te souviens quand j'étais marié à ce type là-bas? Celui du 14 degrés Celsius. Elle me fait signe comme si j'étais une sorte de pièce de théâtre. Il trouvait que voler était si glamour parce qu'il était militaire. Mais regardez-le maintenant, serré dans la classe économique comme une sardine. Grayson émet un son évasif, se demandant probablement pourquoi sa femme est si obsédée par la disposition des sièges de son ex-mari. Smart Money dit que ce n'est pas la première fois qu'elle me parle de leurs vacances chic en Europe. Il est juste plombier maintenant, poursuit-elle. Et je jure qu'elle le dit plus fort à chaque fois, comme si elle l'annonçait à toute la cabine. Imaginez tout cet entraînement, toutes ces années à voler autour du monde, et maintenant il passe ses journées avec ses mains et les toilettes. J'ai esquivé une telle balle. L'étudiant à côté de moi me jette un regard compatissant, comprenant probablement le drame familial qui se joue en altitude. Je lui fais un « Oh, qu'est-ce que tu sais faire ?» en haussant les épaules et en me concentrant. Sur la carte de sécurité dans la pochette du siège, même si je pouvais réciter les procédures d'urgence en avion en dormant. Mais voilà le problème avec les cartes de sécurité, ce ne sont pas de simples dessins humoristiques de personnes portant des gilets de sauvetage. Quand on a réellement piloté des avions, qu'on a été responsable de l'équipage et du fret, et qu'on a ramené tout le monde à la maison en un seul morceau, on les interprète différemment. On remarque des détails comme les 8 tissus de secours de cet avion ou la façon dont l'équipage se déplace avec cette efficacité et ce calme particulier, fruit de milliers d'heures de vol. En parlant de l'équipage, ils sont bons. Vraiment bons. Je peux le constater rien qu'en les regardant travailler. Le commandant de bord a fait l'annonce de bienvenue habituelle plus tôt. Le commandant Doyle avait l'air de quelqu'un qui volait depuis bien avant que les frères Wright ne l'aient découvert. Sa voix avait cette imperturbable et constante qui lui vient de la gestion de toutes les situations, des impacts d'oiseaux aux passagers ivres en passant par des conditions météorologiques qui peuvent vous tuer de 6 façons différentes. Le copilote est arrivé juste après. Le copilote Reyes, à la voix plus jeune mais tout aussi calme. Probablement un ancien militaire aussi, vu sa technique radio précise et la façon dont il a énuméré les heures de vol et la météo. On dirait qu'il briefe une mission de combat. Mais c'est l'hôtesse de l'air en chef qui retient vraiment mon attention. Elle travaille en cabine avec une telle perspicacité que je pense qu'elle a vu des choses. Son badge porte le nom de LL Nova, et son regard perçant ne laisse rien passer. L'homme d'affaires qui essaie de fourrer son sac surdimensionné dans le compartiment supérieur, la voyageuse nerveuse qui s'agrippe à ses accoudoirs. Le gamin en classe 23F, qui semble sur le point de balancer ses biscuits avant même d'atteindre l'altitude de croisière. Leia se déplace dans la cabine, vérifiant les ceintures et les compartiments supérieurs avec une précision militaire, mais avec un sourire qui lui atteint les yeux. Lorsqu'elle passe devant ma rangée, elle me fait un rapide signe de tête. Pas le faux sourire de bienvenue à bord qu'elle adresse à tout le monde, mais le genre de reconnaissance qu'un professionnel adresse à un autre. Pendant ce temps, Sabrina tient toujours le cordon en classe affaires, ragaillardissant sa voisine de siège. Un pauvre homme d'affaires qui voulait probablement juste travailler sur son ordinateur portable avec des histoires sur sa surclassement et ses maris. Mon premier mari était tellement ouvrier, dit-elle, elle agite sa coupe de champagne pour insister. Elle parle toujours de moteur, de météo et des besoins de repos de l'équipage. On s'en fiche, hein. Je voulais voyager, voir le monde. Mais lui, il ne voulait que parler de vol, 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 vol. C'était tellement ennuyeux. Je me mords la langue si fort que je suis surprise qu'elle ne saigne pas ennuyeux, ma belle. J'ai participé à des missions humanitaires en Haïti après le tremblement de terre. J'ai largué des vivres aux victimes des inondations en Louisiane. J'ai transporté des soldats blessés hors de danger. Mais bon, disons que c'est ennuyeux, parce qu'il n'y avait pas de champagne ni de sac à main de créateur. Grayson finit par prendre la parole, essayant probablement de changer de sujet avant que sa femme n'attire davantage l'attention. On commande à dîner, ma chérie? Le menu a l'air excellent. Oh, oui. Sabrina applaudit comme une enfant de 5 ans. Je pense au homard ou peut-être au filet de minan. C'est tellement agréable de ne pas avoir à se soucier de l'argent pour une fois. Vous savez, mon ex-mari comptait chaque centime. Solde militaire. Ce n'est pas vraiment des bonus Goldman Sachs. L'homme d'affaires assis à côté d'elle commence à avoir l'air mal à l'aise, réalisant probablement qu'il est coincé à côté de l'ouragan Sabrina pour les 6 prochaines heures.
J'ai presque pitié de lui, presque. Je sors mon téléphone et consulte quelques emails professionnels pour me distraire. Jacques m'a envoyé une liste de séminaires à suivre à l'Expo de Paris, avec son commentaire habituel sur la plomberie française, sophistiqué mais peu pratique. Il y a aussi un message de Madame Henderson me remerciant d'avoir réparé son broyeur à déchets la semaine dernière et me demandant si je m'occupe de l'installation d'éclairage de Noël. Je ne le fais pas, mais je lui ai donné le numéro de mon ami électricien, parce que c'est ce qu'on fait. On aide les gens à résoudre leurs problèmes. Les moteurs ont repris leur vrombissement régulier et la plupart des passagers s'installent pour la longue traversée de l'Atlantique. Certains lisent, d'autres regardent des films sur leurs petits écrans, et d'autres encore essaient déjà de dormir malgré l'heure du dîner à peine passée, heure de l'Est. Mais je suis bien réveillé, hyper attentif au moindre bruit, à la moindre vibration, au moindre changement subtil. Au rythme de l'avion. Pilote un jour, pilote toujours, j'imagine. Même assis à l'arrière avec le reste du personnel, on écoute ce que l'avion nous dit. En ce moment, elle me dit que tout va bien, les moteurs tournent bien, pas de vibrations inhabituelles, une montée régulière jusqu'à l'altitude de croisière, l'équipage est professionnel, la météo est clémente et nous sommes sur la bonne voie pour une arrivée à Paris à l'heure. Que pourrait-il se passer? Dernier mot célèbre. Nous volons en douceur à 12 000 mètres d'altitude, quelque part au-dessus de l'Atlantique sombre, où l'eau est comme du verre noir et les étoiles si brillantes qu'on pourrait y lire. C'est cet aspect du vol que la plupart des passagers adorent. Le bourdonnement calme et régulier des moteurs. Le léger balancement qui vous berce. La sensation de flotter dans l'espace dans un tube en aluminium pressurisé qui défie toutes les lois de la physique et le bon sens. La cabine a pris son rythme paisible de l'avion. Les lumières sont tamisées. Le service du dîner est terminé. Et la moitié des passagers sont assommés par ces ridicules bouées gonflables. Des oreillers cervicaux qui les font ressembler à des gilets de sauvetage. L'étudiant à côté de moi a enfin rangé son téléphone et bave sur sa tablette. Même le ronflement du train de marchandises, assis côté couloir, a trouvé un rythme presque apaisant. Sabrina, bien sûr, est encore bien réveillée en classe affaires, à bavarder avec le pauvre Grayson à propos de leur location de villa en Toscane. Parce que, bien sûr, ils ne vont pas seulement à Paris. Ils font le tour de l'Europe, visitant tous les endroits où les riches se rendent pour prendre des selfies et se plaindre du côté touristique. Je lis un article de Trade Magazine sur les nouvelles techniques de montage de tuyauterie. Un truc captivant. Je sais que quand je l'entends, c'est subtil au début. Un changement dans le son du moteur que la plupart des gens ne remarqueraient pas, comme ce petit bruit de voiture qu'on ignore pendant 3 mois avant de se retrouver bloqué à une station-service au milieu de nulle part. Mais je remarque qu'après avoir passé des milliers d'heures à écouter les moteurs d'avion, on développe l'oreille pour savoir quand quelque chose ne va pas. C'est comme un sixième sens, sauf qu'au lieu de voir des morts, on perçoit des problèmes mécaniques avant qu'ils ne se transforment en moments de panique. Le vin coule du côté droit, aigu et de plus en plus fort. Je regarde par la fenêtre, mais je ne vois pas grand-chose dans l'obscurité, juste les feux de navigation qui clignotent en rouge et blanc et le faible contour de l'aile se découpant sur le ciel étoilé. Puis vient le déclic. Non pas les turbulences habituelles qui poussent les pilotes nerveux à agripper leurs accoudoirs, mais quelque chose de plus profond, de plus fondamental, comme si l'avion lui-même se ravisait sur ce vol. L'odeur frappe ensuite, cette odeur caractéristique de plastique brûlé que tout pilote apprend à redouter. C'est l'odeur des systèmes électriques qui surchauffent, des composants qui tombent en panne, de tout ce qui dérape au pire moment et au pire endroit. Je commence à me dire que ce n'est pas bon signe. Quand le moteur droit décide de donner son avis avec toute la subtilité d'une grenade, boum. Le bruit est comme celui d'un piano qui tombe d'un gratte-ciel, suivi immédiatement par le genre de déclic violent qui fait claquer les dents et s'envoler le café. Les lumières de la cabine vacillent. Les masques à oxygène tombent du plafond comme des banderoles jaunes que personne n'aurait commandées. Et soudain, tout le monde est très réveillé. L'avion fait une embardée brutale sur la droite, le moteur en panne créant un déséquilibre massif. Les gens crient, pleurent, prient dans des langues que je ne reconnais pas et s'agrippent à tout ce qui semble un tant soit peu stable. Les bagages à main volent dans la cabine comme des missiles guidés. Et l'étudiant à côté de moi semble sur le point de redécorer son siège avec son dîner. Mesdames et messieurs, ici le capitaine Doyle. Sa voix résonne dans l'interphone. Et malgré le chaos, j'entends la tension sous son calme professionnel. Nous avons eu un problème avec notre moteur. Droit. Veuillez rester assis, ceintures attachées et masque à oxygène sur les épaules. Hôtesse de l'air,
préparez-vous aux procédures d'urgence. Quelques rangées plus loin, j'aperçois un homme en sweat à capuche. Des traits moyens orientaux, peut-être la trentaine, serrant la main d'une petite fille qui ne doit pas avoir plus de 8 ans. Elle pleure et il essaie de la réconforter tout en se débrouillant seul. Masque à oxygène. Ses lèvres bougent comme une prière et j'entends des bribes d'arabe mêlées à de l'anglais. Tout va bien, Zoé, dit-il à la petite fille. Tu te souviens de ce qu'on a pratiqué. Respire profondément, Habibi. Allah est avec nous. Il s'appelle Omar, quelque chose. Je me souviens de l'avoir vu à la porte d'embarquement, voyageant seul avec sa fille, probablement en route pour Paris en vacances ou pour rendre visite à sa famille. Le pauvre enfant est terrifié, et honnêtement, je ne lui en veux pas. C'est le genre de choses qui dissuade les gens de prendre l'avion à vie, en supposant qu'ils survivent à cette épreuve pour en être dégoûtés. Mais c'est là que Sabrina brille vraiment. Au lieu de dire « Oh, je ne sais pas », s'inquiétant du fait que nous soyons tous sur le point de devenir des morceaux d'avion éparpillés à travers l'Atlantique Nord, elle se met à rire. Elle rit vraiment. « Oh mon Dieu, détendez-vous », annonce-t-elle assez fort pour être entendue par-dessus le chaos. C'est tout à fait normal. Les compagnies aériennes ont des solutions de rechange pour tout, pas vrai, mon pote? Elle agite son masque à oxygène comme un cadeau de fête, ayant apparemment raté le moment où il faut se le mettre sur le visage. Grayson essaie de la faire s'asseoir et la fermer, mais Sabrina est en pleine performance. Sérieusement, vous exagérez. Mon ex-mari pilotait des avions, et il disait toujours, elle marque une pause, me regardant droit dans les yeux à travers l'espace entre les sièges. Eh bien, il disait beaucoup de choses avant de devenir plombier. Même au milieu de ce qui pourrait bien être nos derniers instants, elle ne peut s'empêcher de piquer une dernière pique. Ce serait impressionnant si ce n'était pas aussi complètement fou. Pendant ce temps, l'équipage se déplace avec une urgence contrôlée qui me dit qu'ils savent exactement la gravité de la situation. Leia Nova se ferait un chemin dans la cabine, vérifiant que les passagers portent bien leur masque, aidant à boucler leur ceinture et conservant son calme d'hôtesse de l'air. Même si je lis l'inquiétude dans ses yeux, l'avion lutte toujours contre la poussée asymétrique, s'écartant vers la droite tandis que les pilotes peinent à garder le contrôle. Par mon hublot, je vois le moteur éteint, ou ce qu'il en reste. Il manque des pièces. Du métal qui devrait être là, mais qui n'y est pas. Et ce qui ressemble à du liquide qui reflue du capot. C'est grave. C'est très, très grave. L'interphone grésille à nouveau, mais cette fois, ce n'est pas la voix mesurée du commandant de bord. C'est une voix plus jeune. Le copilote Reyes, je crois. Et il y a une pointe de désespoir qui me glace le sang. Il nous faut le pilote du siège 14. Faites-le monter immédiatement du siège 14 au cockpit. Tous les regards dans la cabine se tournent vers la rangée 14. L'espace d'une seconde, je songe à faire semblant de ne pas avoir entendu. À rester à ma place et à laisser quelqu'un d'autre gérer ce désordre. À être juste un passager parmi d'autres, au lieu de celui qui savait piloter ces engins. Mais alors, je regarde le petit Zoé, toujours en pleurs dans les bras de son père. Je regarde l'étudiant à côté de moi, blanc comme un linge, se demandant probablement s'il reverra un jour ses parents. Je regarde tous ces gens qui ont cru que ce tube en aluminium les mènerait sains et saufs de l'autre côté de l'océan. Et je réalise que parfois la vie ne vous offre pas le luxe d'être un simple passager. Parfois, il faut être le pilote, même quand on préférerait être n'importe où ailleurs. Leia apparaît à ma rangée, son regard fixé sur le mien avec une précision extrême. « Monsieur, êtes-vous le pilote ?» Le rire de Sabrina tranche le bruit comme une tronçonneuse dans du beurre. « Lui ? Ce n'est qu'un plombier. » Mais Leia l'ignore complètement. Jetant la main vers ma ceinture de sécurité, les mains fermes malgré tout ce qui s'écroule autour de nous. L'interphone crépite à nouveau avec la même énergie désespérée. Faites sortir le pilote du siège 14. Il nous faut le pilote dans le cockpit. Lala a déjà la main sur ma ceinture et je vois dans ses yeux qu'elle n'accepte pas un refus derrière moi. La voix de Sabrina tranche le chaos comme des ongles sur un tableau noir. Lui ? Tu le veux ? Elle hurle presque, me pointant du doigt comme si j'étais porteuse de la peste. C'est juste un plombier. Il répare des toilettes pour gagner sa vie. Tu ne peux pas réfléchir sérieusement. Madame, asseyez-vous et mettez votre masque, dit Leia sans même la regarder, sa voix portant cette autorité d'hôtesse de l'air qui pourrait probablement arrêter un rhinocéros en pleine charge. Mais Sabrina est sur une lancée maintenant, sous l'effet de l'adrénaline et du champagne,
et avec la certitude absolue qu'elle sait mieux que quiconque dans ce piège mortel en aluminium. C'est de la folie. Tu vas laisser mon ex-mari piloter l'avion? L'homme qui n'a même pas pu maintenir un mariage? Il va tous nous tuer. Elle se lève maintenant, agitant les bras comme si elle dirigeait la circulation, ignorant complètement le fait que nous sommes au milieu d'une urgence, et elle aggrave la situation. Grayson essaie de la faire reculer. Sabrina, s'il te plaît, non. Quelqu'un doit arrêter ça. Il n'est pas qualifié. Il pilote des avions cargo dans l'armée, pas des avions de ligne. Il y a une différence. Elle n'a pas tort sur ce dernier point, qui est probablement le plus terrifiant dans toute cette situation. J'ai piloté des C-30, de gros avions lents et indulgents, capables d'atterrir sur une piste en terre battue au milieu de nulle part. Il s'agit d'un Airbus A330, un ordinateur fly-by-wire avec des ailes aussi différents de mon vieil Hercule qu'une Tesla d'un pick-up. Mais voilà le problème avec les urgences, elles n'attendent pas que vous vous sentiez prêt. Peu importe que vous soyez à jour de votre qualification de type ou que vous ayez accumulé suffisamment d'heures de vol au cours des 6 derniers mois pour exercer légalement les fonctions de commandant de bord. Elles surviennent comme ça, et soit vous vous engagez, soit des gens meurent, monsieur. La voix de Leia est calme mais insistante. On a vraiment besoin de vous. Je regarde autour de moi dans la cabine, Omar tient sa fille dans ses bras tandis qu'elle pleure contre son épaule. L'étudiant à côté de moi, qui semble sur le point de s'évanouir. Tous ces gens qui dépendent d'eux. Celui qui est devant pour les ramener à leur famille. Puis je regarde Sabrina. Qui continue de râler sur mes qualifications tandis que l'avion se met à crépiter autour de nous. Ouais. Je dis à Hila en détachant ma ceinture. Allons-y. Le trajet jusqu'au cockpit me semble interminable, en un rien de temps. Mes jambes fonctionnent, mais mon cerveau repasse tout ce dont je me souviens de l'aviation commerciale, ce qui est à la fois plus et moins qu'on ne le pense. Je connais les systèmes, les procédures et les listes de contrôle d'urgence. Mais cet avion en particulier, avec ses particularités et ses interfaces informatiques, ça s'apprend sur le tas. Derrière moi, j'entends Sabrina protester encore. C'est un procès qui attend d'être intenté. Si on s'écrase, je poursuis la compagnie aérienne. Je poursuis la FAA. Je poursuis tout le monde. La porte du cockpit est ouverte et ce que je vois en entrant me noue l'estomac. Le capitaine Doyle est affalé sur son siège, conscient mais gris comme le journal d'hier. Il a du sang sur le front, là où il a dû heurter quelque chose quand le moteur a explosé et son bras gauche pend à un angle qui ne semble pas correct. Le copilote Reyes est assis à droite, les mains sur les commandes, la sueur perlant sur son front malgré l'air frais du cockpit. L'avion tangue comme un bronco furieux. Les alarmes se déclenchent comme si c'était le réveillon du nouvel an en enfer. Et la moitié des voyants du tableau de bord clignotent en rouge. Miles, c'est ça, dit Reyes sans lever les yeux de ses instruments. J'aurais bien besoin d'une autre paire de mains ici. Le fait est qu'il n'a pas tort. Piloter un avion endommagé est déjà assez difficile avec un équipage complet. Essayez de le faire seul alors que votre commandant de bord est à moitié conscient et que vos passagers perdent la tête. C'est un cauchemar d'un genre particulier. Où en sommes-nous? Demandai-je en me glissant sur le strapontin derrière eux. La vue par le pare-brise n'est que étoile et obscurité. Pas d'horizon visible, juste la faible lueur du voyant d'alarme incendie moteur qui se reflète sur la vitre. Le moteur droit est complètement en panne, dit Reyes, la voix tendue par la concentration. J'ai cassé le circuit hydraulique quand c'est parti. On a une inversion manuelle des commandes de vol et on brûle du carburant comme si de rien n'était. En essayant de maintenir l'altitude et le cap, je me penche pour regarder l'écran du moteur, où les bons paramètres devraient afficher les plages de fonctionnement normal. Il n'y a que des zéros et des messages d'avertissement. C'est comme si le moteur s'était arrêté. Une idée de la cause? Ça pourrait être n'importe quoi. Impact d'oiseau, panne mécanique, fatigue du métal. On ne le saura qu'au sol. Il me jette un coup d'œil et je lis l'interrogation dans ses yeux. Pouvez-vous vraiment aider ou êtes-vous juste un passager de plus qui va nous gêner? Bonne question. Je suis hors du cockpit depuis des années. Et même lorsque j'étais à jour, je n'ai jamais piloté un appareil aussi sophistiqué. Mais voici ce que j'ai appris dans l'armée, parfois, la meilleure qualification pour un poste, c'est d'être le seul disponible pour le faire. Où voulez-vous que je sois? Je demande. Le capitaine Doyle tourne la tête avec un effort visible. Êtes-vous à jour sur le type? Non, monsieur. J'ai une expérience sur ces 130,
mais je connais les systèmes et les procédures. Il hoche lentement la tête, comme s'il s'attendait à ça. Mieux que rien. Attachez-vous, pilote de surveillance, aidez-moi avec les checklists et les radios. Le harnais du strapontin me semble familier, même si tout le reste m'est inconnu. J'ai un casque sur les oreilles et me voilà de retour dans le monde de l'aviation. Code de transpondeur, fréquence radio, et le brouhaha constant du contrôle aérien qui tente d'empêcher des centaines d'avions de se percuter dans l'obscurité. Quel est notre plan de déroutement, je demande, m'installant dans le rythme de la coordination de l'équipage. Shannon Reyes dit l'aéroport le plus proche, avec une longue piste. Mais nous sommes lourds et monomoteurs. Il ne termine pas sa phrase, mais il n'en a pas besoin. Nous pensons tous la même chose. Ça va être intéressant. Par la porte du cockpit, j'entends la cabine derrière nous. Des gens pleurent, prient, se disputent, et par-dessus tout, la voix de Sabrina. Je n'arrive pas à croire qu'il lui confie nos vies. Ce n'est même plus un vrai pilote. Le capitaine Doyle réussit à articuler. Un faible sourire. Un type populaire, hein? Ex-femme. J'explique. Oh. Il ferme les yeux un instant, puis les rouvre avec ce qui semble être un effort considérable. Bon, essayons de ne pas lui donner raison. Reyes est déjà en train de contacter les radios, déclarant une urgence et demandant des vecteurs vers Shannon. Je consulte les cartes d'approche sur le sac de vol électronique, essayant de me souvenir de la dernière fois où j'ai effectué une approche aux instruments et de la météo. La mémoire musculaire est là, enfouie sous des années de clés à molette et de chauffe-eau, mais elle est rouillée. Miles, dit Reyes, et quelque chose dans sa voix me fait lever les yeux des cartes. Je veux que tu saches que ça ne va pas être facile. On va arriver vite et fort avec un contrôle limité si on ne réussit pas cette approche. Je sais, lui dis-je. Concentrons-nous simplement sur le retour de tout le monde. Il hoche la tête et se retourne vers ses instruments. Dehors, les étoiles se dessinent lentement tandis que nous nous dirigeons vers l'Irlande et ce que j'espère n'être pas notre destination finale. Dans la cabine derrière nous, 300 personnes, comptons sur nous pour réussir. Aucune pression. Il y a quelque chose de presque paisible à effectuer une approche de nuit. Le cockpit est sombre, à l'exception de la douce lueur des instruments. Le pilote automatique nous maintient stable sur la trajectoire de descente. Et d'ici, le monde ressemble à un circuit imprimé parsemé de minuscules lumières. C'est le genre de vue qui vous fait oublier l'espace d'un instant que vous pilotez un avion endommagé avec 300 personnes à bord vers ce qui pourrait être l'atterrissage le plus important de l'histoire de l'aviation. Speedbird 447, vous êtes établi sur le localisé, autorisé pour l'approche ILS piste 06. L'accent irlandais clair du contrôle d'approche de Shannon arrive. Contactez la tour sur 118.7 et bonne chance. Tour 118.7. Merci pour votre aide. Reyes répond. Changez de fréquence avec des mains plus stables que les miennes le seraient à sa place. J'observe les instruments d'approche comme s'ils détenaient les secrets de l'univers, annonçant altitude et vitesse pendant que Reyes pilote le approche avec une précision qui rendrait jaloux un horloger suisse. L'indicateur de plan de descente est centré. Le localisé suit parfaitement et, pendant quelques minutes, on a presque l'impression d'une approche normale. 2000 pieds sur l'alignement de descente, vitesse 180 nœuds. J'appelle, reçu. Reyes répond, poursuite de l'approche. Derrière nous, le commandant Doyle est conscient mais silencieux, conservant probablement ses forces pour la suite. Dans la cabine, j'entends les agents de bord faire leurs annonces, demandant aux passagers de consulter les fiches de sécurité, de bien boucler leur ceinture, de redresser leur siège et de ranger les tablettes. La routine habituelle avant l'atterrissage, sauf que ce soir, cela pourrait sauver des vies. 1000 pieds sur l'alignement de descente, vitesse 175 nœuds. Je continue les annonces. C'est alors que le moteur gauche décide de se joindre à la fête. Il n'explose pas comme le droit. Ce serait trop dramatique, trop Hollywood. Au lieu de cela, il se met à tousser. Une légère hésitation dans la puissance. Une brusquerie passagère fait vibrer l'avion et le fait légèrement virer à gauche. Qu'est-ce que c'était que ça, marmonne Reyes en scrutant les instruments du moteur. Les paramètres du moteur gauche sont toujours dans le vert, mais pas aussi stables qu'ils devraient l'être. La température des gaz d'échappement grimpe, le débit de carburant fluctue, et il y a une vibration qui n'était certainement pas là il y a une minute. Le GT augmente sur le moteur gauche, je le signale en essayant de garder ma voix aussi calme que possible. Toujours dans les limites,
mais avec une tendance à la hausse. Pouvons-nous atteindre la piste avec ce que nous avons? Je fais un rapide calcul mental. Notre altitude actuelle, la distance jusqu'à la piste, la finesse de l'avion. Les chiffres ne sont pas extraordinaires, mais pas impossibles non plus. À peine, si le moteur tient le coup, comme en Q, le moteur gauche tousse à nouveau, plus fort cette fois. L'avion descend sous la trajectoire de descente et je vois notre approche soigneusement planifiée commencer à s'effondrer en temps réel. Le taux de chute augmente. Je crie. Nous sommes sous la trajectoire de descente. Reyes accélère le moteur gauche pour tenter d'arrêter notre descente, mais le moteur réagit lentement. Le HT monte en flèche dans la plage jaune. Et je le vois faire le même calcul que moi. Si on pousse trop fort le moteur, il risque de s'arrêter complètement, nous laissant sans puissance du tout. Tour de Shannon, Speedbird 447, j'appelle à la radio. Nous rencontrons des problèmes avec notre moteur restant. Demandez immédiatement que l'équipement d'urgence soit prêt. Speedbird 447. Tout l'équipement est prêt. La piste est dégagée. Le vent est calme. Vous êtes autorisé à atterrir. 150 mètres au-dessus du sol et nous continuons de descendre plus vite que prévu. Les feux de piste grossissent, mais pas assez vite. C'est comme regarder un film au ralenti où l'on voit la catastrophe arriver, mais où l'on est impuissant à l'arrêter. 120 mètres sous la trajectoire de descente, taux de chute de 240 mètres par minute. J'appelle. Je le vois. Reyes dit en serrant les dents. Il vole en manuel maintenant. Le pilote automatique s'est déconnecté, alors je sens exactement ce que fait l'avion. Sa main droite est délicate sur la manette des gaz, tirant le maximum de puissance possible du moteur défaillant sans le pousser à bout. 90 mètres toujours en dessous de la trajectoire. L'avion devient lourd dans ses mains. Avec les deux moteurs produisant moins que la pleine puissance et notre poids bien au-dessus des limites d'atterrissage, nous évoluons dans un régime où les règles normales ne s'appliquent pas. Chaque action sur les commandes doit être exacte. Chaque réglage doit être parfaitement synchronisé. 60 mètres approche des minimums. À travers le pare-brise, je vois maintenant les feux d'approche. Des stroboscopes blancs brillants menant au seuil de la piste comme un chemin d'étoiles. Au-delà, la piste elle-même s'étend dans l'obscurité, marquée par des rangées de feux bleus de voies de circulation et la solidité rassurante du béton. Piste en vue, annonce Reyes. 30 mètres. Taux de chute toujours élevé. Nous approchons rapidement et en pente raide. L'avion est à peine maîtrisé, mais nous allons atteindre la piste. La question est de savoir si nous parviendrons à l'arrêter avant de manquer de béton. Pieds, 40, 30. Les roues principales effleurent la piste avec une douceur surprenante. Après tout ce que nous avons traversé, l'espace d'une fraction de seconde, je crois que nous avons réussi. Un atterrissage d'urgence classique qui sera décrit dans les magazines d'aviation et servira d'exemple d'entraînement pendant des années. Puis la réalité nous rattrape. Avec notre poids et notre vitesse, l'avion refuse de rester au sol. Il rebondit dans les airs. Toujours en vol. Toujours en train d'occuper la précieuse piste. Même si nous sommes censés en avoir fini avec la partie aérienne de cette aventure. Reste au sol, espèce de salaud. Marmonne Reyes en poussant le nez vers l'avant pour nous maintenir sur la piste. Les roues frappent à nouveau plus fort cette fois. Et restent au sol. Reyes déploie les aérofreins et inverse ce qui nous reste de pousser. Et soudain, nous ne volons plus. Nous ne sommes plus qu'un véhicule très lourd et très rapide essayant de s'arrêter avant de manquer de route. Les feux de piste clignotent devant les fenêtres comme des balles traçantes. 60 nœuds, 50, 40. Les freins fonctionnent à plein régime, et je sens une odeur de métal chaud et de caoutchouc brûlé, même à travers le système de filtration d'air du cockpit. 30 nœuds, 20, 10, et enfin, heureusement, nous nous arrêtons. Le silence est immense, lumineux et magnifique. Pas de bruit de moteur, pas d'alarme, pas de bavardage radio, juste le léger tic-tac du métal refroidissant et le son de 300 personnes réalisant qu'elles sont encore en vie. Eh bien, dit Reyes après un long moment. C'était intéressant. Le capitaine Doyle esquisse un faible sourire. Bravo, les gars. Derrière nous, j'entends la cabine en ébullition. Des gens pleurent, rient, applaudissent, serrent probablement des inconnus dans leurs bras et promettent d'appeler leur mère plus souvent. Les hôtesses de l'air sont déjà en mouvement, vérifiant les blessés et préparant l'évacuation si nécessaire. La voix de Leia résonne dans l'interphone,
calme et professionnel. Mesdames et messieurs, veuillez rester assis pendant que le commandant et l'équipage évaluent la situation. Le matériel de secours est prêt par mesure de précaution. À travers le pare-brise, je vois les camions de pompiers de l'aéroport nous encercler, tels des sentinelles rouges vifs. Des anges. Des lumières clignotantes colorent la nuit de couleurs primaires. Au-delà, d'autres véhicules d'urgence arrivent. Ambulances, voitures de police, probablement la moitié des pompiers du comté de Clare. Tour de Shannon, Speedbird 447. J'appelle la radio. Nous sommes immobilisés sur la piste. Tous les corps sont retrouvés. Demandez au matériel d'urgence d'approcher l'avion. Speedbird 447. Compris. Le matériel d'urgence est en route. Excellent travail, messieurs. Je me calai dans mon siège et fermai les yeux, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Il y a une heure, j'étais juste un passager comme les autres en route pour Paris pour un salon de la plomberie. Maintenant, je fais partie de l'équipage qui vient de réussir ce qui sera probablement qualifié d'atterrissage miraculeux. Reyes me tend la main et me serre la mienne. Je n'aurais pas pu y arriver sans toi, Miles. Content que nous soyons tous encore en vie, lui dis-je. Dehors, le premier camion de pompiers arrive à notre avion, et je vois les secours se préparer à faire leur travail. Bientôt, cette piste sera envahie d'enquêteurs, de journalistes et de fonctionnaires. Avec des presse-papiers, chacun essayant de comprendre exactement ce qui s'est passé et comment on a réussi. Mais pour l'instant, pendant ces quelques instants parfaits, c'est le calme plat. On y est. On pourrait penser qu'après avoir réussi ce que certains appellent un atterrissage miraculeux, la première chose qui vous attend au sol serait une tape dans le dos, peut-être une bière, peut-être même un merci. Mais c'est le monde réel, où les avocats tournent autour des accidents comme des vautours, et où le premier réflexe de chacun est de trouver qui blâmer, et non qui remercier. L'aéroport de Shannon est illuminé comme un décor de cinéma. Des véhicules de secours partout, leurs gyrophares rouges et bleus peignant le tarmac mouillé de couleurs primaires. On nous a garés entre deux camions de pompiers, et des ambulanciers envahissent l'avion pour vérifier si les passagers sont blessés. La plupart sont secoués, mais ça va. C'est honnêtement plus que ce que j'aurais osé espérer il y a une heure. Je suis debout à côté de l'avion, toujours vêtu de mon jean froissé et de mes bottes de travail, à regarder tout ce cirque se dérouler et à essayer de réaliser que je viens d'aider. Faire atterrir un avion de ligne avec 300 personnes à bord. Ça ne paraît pas réel. On dirait que c'est arrivé à quelqu'un d'autre. Dans une autre vie où les plombiers ne finissent pas dans les cockpits à parler à des avions à 12 000 mètres d'altitude. Le premier fonctionnaire qui m'a trouvé est un homme en costume coûteux qui a l'air de facturer à la minute. Il se présente comme Monsieur Banton, conseiller juridique de la compagnie aérienne, et commence immédiatement à poser des questions qui ressemblent moins à des remerciements cadets, s'il vous plaît, ne nous poursuivez pas en justice. Monsieur Carter, j'ai besoin de comprendre exactement ce qui s'est passé là-haut, dit-il en sortant une tablette et en commençant à taper avant même que je réponde. Vous n'êtes pas pilote de ligne, n'est-ce pas? C'est exact. J'ai piloté des C-130 dans l'armée de l'air, mais j'ai quitté l'aviation depuis des années. Je suis plombier maintenant. Il tape ça comme si c'était une preuve dans un procès pour meurtre, et vous êtes entré dans le cockpit à la demande de l'équipage. Le copilote m'a appelé spécifiquement, siège 14C. Ils avaient besoin d'aide. Mais vous n'êtes pas qualifié pour la 330. Vous n'avez reçu aucune formation spécifique sur les systèmes de cet avion. Je vois où cela mène. Il prépare déjà la défense de la compagnie aérienne au cas où des familles commenceraient à porter plainte. Expliquez clairement que je suis un civil non qualifié qui s'est immiscé dans une situation professionnelle, et non un membre d'équipage agissant sous l'autorité de la compagnie. Écoutez, monsieur Banton, je lui dis, je ne me suis pas porté volontaire pour ce travail. Votre équipage a demandé de l'aide et je l'ai fournie. Si vous voulez un quarterback du lundi matin, la décision vous appartient. Avant qu'il puisse répondre, un autre fonctionnaire s'approche. Celle-ci arbore l'expression sérieuse caractéristique d'un badge fédéral. Elle se présente comme Madame Whittaker de la FAA. Et elle a ses propres questions. Monsieur Carter, je dois vérifier vos qualifications de pilote et votre expérience de vol récente. Elle dit, quelque chose d'important. À quand remonte votre dernier examen médical de vol? Dernier contrôle de compétences. Dernier vol en tant que commandant de bord. Je passe en revue mes qualifications telles qu'elles sont. Pilote de transport militaire.
Casier judiciaire vierge. Aucun incident ni accident. Mais mon dernier examen médical de vol remonte à 6 ans. Mes qualifications sont toutes périmées. Et la dernière fois que j'ai réellement piloté quoi que ce soit, c'était un Cessna 172 dans un aéroport du comté, il y a 3 ans, juste pour voir si je me souvenais encore comment faire. Donc, techniquement, dit mademoiselle Whittaker, vous avez fait partie de l'équipage d'un vol commercial sans certification ni autorisation médicale appropriée. Techniquement, je réponds, j'ai contribué à empêcher 300 personnes de devenir un trou noir dans l'océan Atlantique. Si vous voulez me donner une contravention pour ça, je vous en prie. Elle ne sourit pas, mais je perçois une lueur qui pourrait être de l'approbation dans ses yeux. Je ne suis pas ici pour vous citer à comparaître, monsieur Carter. Je suis ici pour comprendre ce qui s'est passé afin que nous puissions éviter que cela ne se reproduise. Les données préliminaires suggèrent que vous et le copilote Reyes avez fait preuve d'une admirable habileté dans des circonstances extrêmement difficiles. C'est là que les caméras apparaissent. Au début, quelques équipes de télévision locales surveillaient probablement les fréquences radio d'urgence et se précipitaient sur place dès qu'elles apprenaient l'atterrissage d'urgence. Mais à l'ère des réseaux sociaux, les nouvelles se propagent vite. En moins d'une heure, des reporters de Dublin, Londres et Dieu sait où d'ailleurs installaient des camions satellites et se disputaient les meilleurs angles de prise de vue. Et, dans tout ce chaos, quelqu'un a réussi à mettre la main sur cette vidéo prise avec un téléphone portable. Vous savez, celle-là, la séquence tremblante de Sabrina debout dans la cabine pendant l'urgence, me pointant du doigt et criant « c'est juste un plombier ». Comme si elle révélait une sorte de complot colossal. La vidéo est déjà virale sur Twitter, Instagram, TikTok, toutes ces plateformes où les gens se donnent leur avis sur des sujets qu'ils ne comprennent pas. Les hashtags sont brutaux. Hashtag plombière pilote, hashtag juste un plombier, hashtag divorce de l'enfer. Internet s'est emparé de l'histoire comme un chien avec un os, et soudain, tout le monde est devenu expert en réglementation aérienne et en procédure d'urgence. Certains commentaires sont encourageants. Héros, un plombier sauve 300 vies et un homme, un vrai, se mobilise quand il le faut. Mais d'autres sont exactement ce qu'on attend. Un civil non qualifié met en danger les passagers et aurait dû rester sur sa voie. Ma photo préférée est celle d'un expert en aviation 2024, un expert du clavier. C'est exactement ce qui ne va pas dans l'aviation d'aujourd'hui. Des civils non formés pensent qu'ils peuvent simplement entrer dans un cockpit et jouer les pilotes. Quelqu'un aurait pu être tué. Ouais, génial. Quelqu'un aurait pu être tué. C'est pourquoi nous avons réagi au lieu de rester les bras croisés à attendre que l'avion se répare tout seul. Le capitaine Doyle, qui a été examiné par les ambulanciers et autorisé à reprendre le service malgré ses blessures, me trouve debout à côté du camion de pompiers, essayant d'éviter les caméras. « Comment ça va ?» demande-t-il. « Ça va mieux, je l'avoue. J'ai l'impression d'être jugé au lieu de me dire « je ne sais pas, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. » Il hoche la tête d'un air entendu. Première règle en cas d'urgence aérienne, sauver l'avion. Ensuite, passer les 10 prochaines années à expliquer pourquoi on a mal agi. Avons-nous mal agi? Absolument pas. On a fait exactement ce qu'il fallait avec les ressources dont on disposait. Ne laissez pas les avocats et les bureaucrates vous convaincre du contraire. Reyes nous rejoint, l'air aussi fatigué que moi. Vous voyez les reportages? Difficile à rater. On vous appelle le pilote plombier. Ça pourrait être pire, j'imagine. Comment? On pourrait vous appeler le pilote qui s'est écrasé. Bon point. Un jeune reporter aux cheveux et aux dents impeccables, qui a probablement coûté plus cher que mon camion, s'approche de nous avec un caméraman à la remorque. Excusez-moi. Êtes-vous Miles Carter? Le plombier qui a aidé à l'atterrissage. Je suis Miles Carter. Je confirme. Et oui, j'aide à l'atterrissage. Qu'est-ce que ça fait d'être traité de héros? Je regarde la caméra, puis toute cette urgence. Les intervenants travaillent encore autour de l'avion, puis auprès des passagers qui traversent lentement le terminal. Certains appellent leurs proches, d'autres pleurent, d'autres restent assis tranquillement, essayant de comprendre ce qui s'est passé. Je ne suis pas un héros, lui dis-je. Je suis juste quelqu'un qui était au bon endroit au bon moment, avec le bagage nécessaire pour aider. Les vrais héros sont l'équipage qui a su garder son calme, les secouristes qui étaient prêts à l'atterrissage, et tous ces passagers qui nous ont fait confiance pour les ramener sains et saufs. Mais on a entendu votre ex-femme dire, tu n'étais qu'un plombier. Comment réagissez-vous à cela? Et voilà, la question d'argent,
le slogan qu'ils recherchent tous. J'inspire profondément et regarde droit dans la caméra. Vous savez quoi? Elle a raison. Je ne suis qu'un plombier. Je répare des canalisations, débouche des canalisations et installe des chauffe-eau. Et aujourd'hui, j'ai aidé un avion à atterrir. Il s'avère que les gens sont capables de plus d'une chose. Le journaliste a l'air déçu, espérant probablement quelque chose de plus spectaculaire. Mais c'est tout ce que j'ai. Je ne cherche pas à régler des comptes ni à faire de grandes déclarations. Je suis juste quelqu'un qui a fait ce qu'il fallait faire quand il le fallait. L'équipe de tournage passe à quelqu'un de plus digne d'intérêt, et je reste planté là, à regarder le chaos contrôlé d'une intervention d'urgence se dissiper. Dans quelques heures, tout sera terminé. Les passagers seront en route vers des hôtels ou d'autres vols. Les enquêteurs commenceront leur travail et je serai probablement dans un avion pour New York. Retour à ma vraie vie. Retour à mon simple métier de plombier. Ça n'a plus l'air aussi terrible qu'avant. 2 jours plus tard, je suis assis dans une salle de conférence à l'aéroport de Shannon qui ressemble à toutes les autres salles de conférence du gouvernement au monde. Des lumières fluorescentes qui font que tout le monde ressemble à leur mort. Une table qui a connu de meilleures décennies. Et un café qui pourrait probablement alimenter un petit avion. L'équipe d'investigation conjointe a parcouru toutes les données du vol. Enregistreur vocal du cockpit, enregistreur de données de vol, journaux de maintenance, rapports météorologiques, registre de formation des équipages. Ils ont essentiellement disséqué notre atterrissage d'urgence comme si c'était une grenouille de classe de biologie. La bonne nouvelle est que les données soutiennent tout ce que nous avons fait. La défaillance du moteur était catastrophique et inévitable. Une lame de turbine a lâché l'altitude des équipages, probablement en raison de la fatigue métallique qui ne se serait pas présentée dans les inspections de routine. La décision de se détourner vers Shannon était correcte. L'approche et l'atterrissage, bien que peu orthodoxes en raison de nos circonstances, ont suivi les procédures d'urgence appropriées. Même ma présence dans le cockpit, légalement discutable qu'elle pourrait être, est d'être classée comme augmentation de l'équipage d'urgence dans des circonstances extraordinaires. Des mots fantaisistes qui signifient essentiellement. Vous en avez probablement cassé règlement, mais vous sauvez des vies, nous allons donc prétendre que tout était parfaitement légal. Le capitaine Doyle est assis en face de moi. Son bras gauche dans une écharpe, mais autrement mieux qu'il ne l'a fait il y a 2 nuits. La commotion cérébrale s'est avérée légère, et le bras n'est qu'une fracture capillaire qui guérira bien. Reyes est à côté de lui qui n'a pas beaucoup dormi, ce qu'il n'a probablement pas envisagé l'attention des médias et les entretiens en enquête. Les conclusions préliminaires sont claires, explique le chercheur principal, une femme non reçue de l'Irish Aviation Authority. Les actions de l'équipage étaient appropriées et ont probablement empêché un résultat bien pire. La défaillance du moteur était mécanique et non procédurale, et l'aide de M. Carter, bien que irrégulière, a joué un rôle déterminant dans le résultat réussi. Leia Nova est là aussi, après avoir terminé son propre débriefage sur la gestion de la cabine pendant l'urgence. Elle a toujours soutenu mon histoire, confirmant que l'équipage m'a demandé que j'ai suivi les procédures appropriées et que je n'ai pas interféré avec les opérations normales. Alors, qu'est-ce que le verdict? Je demande, vais-je en prison ou puis-je retourner à la réparation des toilettes? L'enquêteur se permet un petit sourire. Aucune charge ne sera déposée. La FAA a examiné vos actions et les a trouvées dans les limites de l'autorité d'urgence. Vous avez agi sous la direction du pilote aux commandes dans une situation mortelle. C'est légalement défendable. Et la compagnie aérienne? Demande Reyes. Un retour de flamme pour avoir laissé un civil dans le cockpit? La position de la compagnie aérienne est que l'équipage a pris la meilleure décision disponible dans les circonstances. Compte tenu du résultat réussi, ils se tiennent derrière cette décision. Traduction, personne n'est licencié et les avocats pensent qu'ils peuvent défendre le tout si des poursuites se manifestent. Il y a une chose, ajoute l'enquêteur, en me regardant directement. L'attention des médias a été importante. Vous voudrez peut-être réfléchir à la façon dont vous gérez cela à l'avenir. Elle ne plaisante pas. Mon téléphone sonne sans arrêt avec les demandes d'interview des stations de nouvelles, des talk shows, des podcasts et au moins 3 personnes qui souhaitent acheter les droits du film sur mon histoire. Le pilote de plombier, le hashtag est toujours à la mode et quelqu'un a déjà fait des t-shirts qui disent juste un plombier avec un petit logo d'avion. J'en ignore la majeure partie, mais vous ne pouvez pas tout éviter. Ce matin, je me suis vu dans l'émission Today où un expert en aviation expliquait pourquoi ce que j'ai fait était héroïque ou négligent criminellement,
selon la façon dont vous le regardez. Ils ont montré à nouveau cette putain de vidéo de téléphone portable de Sabrina, et je jure qu'elle avait l'air plus célèbre que moi. En parlant de Sabrina, elle a été radio-silencieuse depuis que nous avons atterri. Pas d'appel, pas de SMS, pas de confrontation dramatique dans le hall de l'hôtel. Pour une femme qui n'a jamais rencontré de projecteur qu'elle n'aimait pas, son absence a été presque suspecte. C'est pourquoi je ne suis pas totalement surpris lorsqu'elle se présente à l'hôtel ce soir-là. Je suis dans le hall en train de lire un journal, du papier réel, comme un homme des cavernes, car parfois vous avez besoin de quelque chose qui ne bip ou ne bourdonne pas ou ne vous montre pas de vidéo de vous-même. Quand je vois son reflet dans la fenêtre, elle a l'air différente de ce qu'elle a fait dans l'avion. Plus petit en quelque sorte moins certain. Les vêtements de créateur sont toujours parfaits, mais l'attitude qui les accompagne généralement semble avoir pris des vacances. Miles, sa voix est plus silencieuse que je ne l'ai entendue depuis des années. Pas le ton performatif fort qu'elle a utilisé pendant notre mariage ou les barbes sarcastiques qu'elle a jetées dans l'avion, juste petite. Je lève les yeux du journal. Sabrina. Elle s'assoit sur la chaise en face de moi sans être invitée, ce qui est très différent d'elle. La vieille Sabrina aurait fait une entrée, attiré l'attention, ordonné la pièce. Cette version semble qu'elle préfère disparaître dans les meubles. Je commence puis s'arrête, prends une respiration, essaie à nouveau. Je voulais te parler. D'accord. J'ai vu les résultats de l'enquête sur les nouvelles. Ils ont dit que ce que vous avez fait était la bonne chose. C'est ce qu'ils ont dit. Elle fidget avec sa bague de mariage. Le nouveau. Le grand diamant qui coûte probablement plus cher que mon salaire annuel. J'ai également vu la vidéo. Celui de moi dans l'avion. Oh, c'est là. La vidéo qui a fait les rondes la montrant à son absolu pire pendant que j'essayais d'aider à sauver tout le monde à bord. Internet n'a pas été gentil avec elle dans la section des commentaires. Ouais, je l'ai vu aussi. Je regarde, elle lutte avec les mots. Je ressemble à une personne terrible. Je pourrais faire une blague ici. Pouvait souligner qu'elle ressemblait à une personne terrible parce qu'elle agissait comme une personne terrible. Pourrait lui rappeler toutes les fois pendant notre mariage quand elle m'a fait me sentir petite et inadéquat et pas assez bon pour ses rêves. Mais elle est assise ici maintenant, peut-être pour la première fois de toute notre relation, qui semble être capable de refléter. Et malgré tout, malgré le divorce et l'humiliation et les années de ressentiment, je n'ai pas le cœur pour la donner un coup de pied quand elle est en panne. Tu avais peur? Je lui dis. Les gens font des choses stupides quand ils ont peur. Je n'avais pas seulement peur, Miles. J'étais. Elle s'arrête, à la recherche des bons mots. J'étais gêné. Gêné que mon ex-mari était là-haut en essayant de sauver tout le monde pendant que j'étais assis en classe à faire des blagues sur votre job. C'est juste un travail, Sabrina. Non, ce n'est pas le cas. Elle me regarde directement pour la première fois depuis sa s'asseoir. Je ne pensais pas que tu pouvais le faire. Je ne pensais pas que vous étiez capable de ce que vous avez fait là-haut. Il y a quelque chose dans sa voix que je n'ai jamais entendu auparavant. Pas tout à fait des excuses, mais proches. Une admission que peut-être, juste peut-être, elle avait eu tort à propos de quelque chose d'important. Je ne savais pas si je pouvais le faire non plus, je l'admets. Mais quand les gens ont besoin d'aide, vous les aidez. C'est ce que vous faites. Elle hoche la tête lentement comme si elle traitait un concept étranger. Grayson dit que je devrais m'excuser publiquement. Faites une déclaration sur la fierté de vous. Comment j'ai toujours su que vous étiez capable de grandes choses? Que pensez-vous? Je pense que ce serait un mensonge. Elle gère un faible sourire. Je n'ai jamais pensé que vous étiez capable de grandes choses. Je pensais que tu étais ordinaire, sûr, ennuyeux. Je suis ordinaire. Non, des kilomètres, vous n'êtes pas. Et je suis désolé qu'il ait fallu un accident d'avion pour comprendre que out. Nous nous asseyons en silence un instant. Le poids des années de mariage et de divorce et de ressentiment suspendus entre nous comme le brouillard. De l'autre côté du hall, je peux voir Grayson attendre par les ascenseurs, se demandant probablement ce que fait sa femme, parler à son ex-mari au lieu de se préparer pour leurs vacances européennes continues. Je devrais y aller, dit-elle finalement, se levant. Grayson et qu'il n'est pas exactement ravi de toute cette situation. Comment gère-t-il la renommée? À peu près aussi bien que vous attendez de quelqu'un qui valorise la confidentialité avant tout. Elle s'arrête. C'est un homme bon, Miles. Pas comme vous, mais bon à sa manière.
Je suis content que tu sois heureux. Êtes-vous? La question me prend au dépourvu. Suis-je heureux? Je pense à ma vie à New York. La routine prévisible des appels de service et des réparations de tuyaux. Les soirées tranquilles de mon appartement. L'existence régulière mais banale que j'ai construite pour moi-même. Je suis content, je lui dis. C'est suffisant. Elle hoche la tête et commence à s'éloigner, puis se retourne. Pourquoi ça vaut le coup? Je n'aurais jamais dû dire ces choses à propos de vous dans l'avion. Je veux dire, vous méritiez mieux que ça. Oh, sous le pont. Pourtant, je suis désolé. Et puis elle est partie. Revenir à Grayson et leur vie parfaite et leurs vacances parfaites. Je les ai regardés se diriger vers les ascenseurs et je remarque qu'elle ne regarde pas en arrière pour une fois. Je ne le fais pas non plus. 3 semaines plus tard, je suis de retour dans le Queens, au plus profond de l'évier de la cuisine de Madame Patterson, luttant avec une élimination des ordures qui sonne comme elle mange du gravier. C'est mardi. Matin, il pleut comme le ciel a une rancune personnelle contre New York. Et je suis exactement là où j'étais avant que tout cela ne se produise. Réparer les problèmes des autres un tuyau à la fois. Sauf que tout est différent maintenant. Le téléphone de Blue Line Plumbing n'a pas cessé de sonner depuis mon retour. La moitié des appels sont des clients légitimes qui souhaitent que le plombier de Héros répare leur robinet qui fuit. Comme si mes 15 minutes de gloire me faisaient mieux pour serrer les joints de tuyaux. L'autre moitié sont des journalistes, des cinéastes documentaires et au moins un gars qui jure qu'il peut me faire danser avec les étoiles. Vous savez ce qui est drôle, dit Jacques, appuyé contre le comptoir de la cuisine pendant que je travaille. Je vous envoie à Paris pour en savoir plus sur les techniques de plomberie française, et vous reviendrez en sachant comment atterrir les avions. Je savais déjà comment atterrir les avions. J'ai juste oublié que je savais. Ouais, eh bien, le monde entier le sait maintenant. Vous voyez la dernière nouvelle? Il vous appelle le héros le plus réticent de l'Amérique. Je grogne quelque chose de non-engagement et me concentre sur l'élimination. La chose est complètement tournée. Celui qui l'a installé l'a fait mal et il se détruit lentement depuis des mois. Un peu comme mon mariage maintenant que j'y pense. Mais voici la chose étrange. Je suis d'accord pour être de retour. Le cirque des médias était épuisant. Les interviews étaient gênantes. Et je ne veux jamais voir une autre équipe de caméras tant que je vis. Cela me salir les mains. Résoudre de vrais problèmes pour de vraies personnes. Cela semble bien. Miles, dit Jacques, et son ton a déplacé vers quelque chose de plus sérieux. J'ai une idée. Ouais. Vous vous souvenez d'Omar? Le gars de l'avion avec sa fille. Je me souviens d'Omar, Guy du Moyen-Orient, peut-être syrien, voyageant avec sa fille de 8 ans, Zoé. Il se dirigeait vers Paris pour rendre visite à des parents, et il a passé la majeure partie de l'urgence à tenir la main et à lui dire que tout irait bien dans 3 langues différentes. Et lui? Il a appelé hier. Il s'avère qu'il dirige une sorte d'organisation communautaire à Brooklyn. Aide les réfugiés et les immigrants à s'installer, à apprendre l'anglais, à trouver du travail, à des trucs de base. D'accord. Eh bien, il a cette idée. Il veut commencer un programme, des cours de week-end pour les personnes dans les métiers, les anciens combattants, les gens qui pourraient savoir comment aider en cas d'urgence mais ne savent pas qu'ils savent. J'ai arrêté de travailler sur l'élimination et de le regarder. Aider comment? Des trucs de base. Procédure radio, premier soin, comment rester calme quand tout se passe latéralement, comment être utile au lieu d'une seule personne qui hurle quand les choses tournent mal. L'idée me frappe comme une clé à pipe à la poitrine. Combien de fois ai-je jeté le service appel où un peu de connaissance aurait pu empêcher une catastrophe? Combien d'urgences pourraient être mieux gérées si plus de gens savaient quoi faire au lieu de paniquer? Il veut appeler ça une clé à des ailes. Jacques continue. Non stupide, mais le concept est solide et il veut que je m'implique. Vous et qui que ce soit d'autre, nous pouvons faire de la conduite. Cet agent de bord Leia a déjà dit qu'elle donnerait du matériel de formation. Le premier officier, Reyes, veut faire des appels vidéo pour enseigner les procédures radio. Même le capitaine a envoyé une note disant qu'il aiderait comme il le peut. Je l'imagine. On peut voir. Nous avons besoin d'un financement. Je souligne que Omar a couvert cela. Il s'avère que sa communauté a collecté des fonds pour vous remercier, vous savez, ne les laissant pas devenir de la nourriture aux poissons. Ils veulent le mettre vers quelque chose d'utile.
L'élimination des ordures abandonne enfin son dernier morceau de tout ce qui était coincé là-dedans, et l'eau recommence à couler librement. Un autre problème résolu. Une autre petite victoire dans la guerre en cours contre l'entropie. Quand commençons-nous? Je demande. 6 mois plus tard, je me tiens devant 30 personnes dans un centre communautaire en Historia, tenant une clé à tuyau dans une main et une liste de contrôle du cockpit Stratify dans l'autre. La foule est un mélange que vous ne verriez jamais nulle part ailleurs. Les électriciens et les plombiers sont assis à côté de flics à la retraite, des EMT à côté des travailleurs du métro, quelques vétérans militaires qui ont entendu parler du programme via le réseau d'Omar. Ce sont des outils, je leur dis, augmentant la clé et la liste de contrôle plus haut. La différence n'est pas ce qu'ils réparent, c'est la main qui les est. Et plus important encore, c'est l'esprit derrière la main. Ceci est notre 3e classe, et Word se propage. Ce qui a commencé comme l'idée folle d'Omar pour enseigner les compétences pratiques d'urgence s'est transformé en quelque chose de plus grand. Nous couvrons les premiers soins de base, la communication radio, comment lire les situations et rester calme quand tout le monde perd la tête. N'essayez pas de transformer quiconque en professionnel. Juste donner aux gens réguliers la confiance nécessaire pour aider au lieu de se tenir debout avec leur coup de pouce quand des trucs frappent le ventilateur. Monsieur Carter, un enfant du rang arrière, lève la main. Il ne peut pas avoir plus de 18 ans, probablement économisé pour l'école de commerce en travaillant la construction. Êtes-vous riche maintenant? De toutes les interviews télévisées et tout ça. La classe rit et je ne peux pas m'empêcher de sourire. Riche plus riche qu'auparavant, je lui dis. Mais pas dans la façon dont vous pensez. C'est vrai. L'attention des médias a attiré une entreprise de plomberie supplémentaire. Bien sûr, mais je suis toujours le même gars vivant dans le même appartement, conduisant le même camion qui fait des bruits bizarres quand je me tourne à gauche. La vraie richesse est plus difficile à quantifier. Lettre de passagers me remerciant. Photos des familles qui sont restées à la maison en sécurité. La satisfaction de savoir que peut-être, juste peut-être, un enfant de cette classe se souviendra de ce que nous lui avons appris et aider quelqu'un quand il est important. Après les cours, je vérifie mon téléphone et trouve un SMS de Zoé, la fille d'Omar, qui a maintenant 9 ans et a apparemment son propre téléphone parce que c'est le monde dans lequel nous vivons. C'est une photo d'elle et d'Omar dans une petite boulangerie quelque part à Paris. Tous deux souriant à la caméra avec des casions dans leurs mains. La légende se lit comme suit de vous. Je sors dans la soirée de la reine où l'air sent comme l'échappement et les plats à emporter chinois et la subtile promesse de pluie. Au-dessus de moi, les avions clignotent leur chemin vers le ciel vers JFK et LaGuardia.